Faites attention à ce qui va se passer maintenant. Cette énorme explosion a été filmée par un soldat ukrainien quelque part sur le front Est, il y a peu de temps. Il tient son téléphone portable tourné vers l'horizon et il sait que quelque chose arrive. Ce qui tombe du ciel là-bas, c'est une Fab 3000, la plus grande bombe guidée de l'arsenal russe. C'est impressionnant. 3 tonnes et 1400 kilos d'explosifs purs. Le cratère qu'elle crée fait 15 mètres de profondeur. Poutine a qualifié des armes comme celle-ci d'inarrêtables, et pendant 2 ans, il avait raison. Des villes comme Avdiivka sont tombées sous ce type de bombardement. Kharkiv a été frappé des dizaines de fois. Zaporizhia aussi. Mais, en octobre 2025, en une seule semaine, la Russie a largué 1370 de ses bombes sur l'Ukraine, sur un tronçon de 700 km du front. Ce même mois, 869 sont tombés. Combien de morts penses-tu que tout cela a provoqué? Des centaines? Des milliers? À ton avis, combien de villes ont été détruites? 0. 8 soldats avec des blessures légères. Rien d'autre. Aucun bâtiment détruit. Aucun civil touché. Elles n'ont pas été interceptées. Elles n'ont pas été abattues. Il n'y a même pas eu un seul missile patriote impliqué. Et ce que l'Ukraine a découvert pour que cela se produise implique une blague. Pour mieux comprendre cela, vous devez d'abord comprendre ce qu'est réellement cette arme. Et la réponse pourrait vous surprendre. La FAB 3000 n'est pas une technologie futuriste. C'est une bombe non guidée de l'après-Seconde Guerre mondiale, fabriquée à l'époque de l'Union soviétique. Sans GPS, sans moteur, sans aucun système de guidage, une carcasse métallique remplie d'explosifs qui tombent en chute libre depuis l'avion. La Russie en a des milliers stockés depuis des décennies, qui traînent dans les dépôts. En 2023, des ingénieurs russes ont eu une idée simple et dévastatrice. Ils ont pris ces vieilles bombes et y ont fixé un kit. Des ailes pliables qui s'ouvrent après le lancement. Un récepteur GPS. Un petit ordinateur. Soudainement, une ferraille de la guerre froide est devenue une arme de précision moderne. Le kit s'appelle UMPK. Il coûte environ 25 000 $ par unité. Pour vous donner une idée, un missile de croisière russe coûte plus de 10 millions. Le génie du système est d'abord financier avant d'être militaire. Mais il y a un détail gênant. 71% de l'électronique de ce kit provient de l'Occident. De sociétés comme Texas Instruments, Intel, ainsi que des entreprises irlandaises et japonaises. Chaque bombe russe qui tombe sur l'Ukraine contient des composants occidentaux à l'intérieur. Les sanctions sont contournées de toutes parts. Pendant 2 ans, personne n'a pu l'arrêter. Ces bombes volent trop vite pour être détectées à temps. Elles sont trop petites pour le radar. Et elles sont lancées de trop loin. Un chasseur russe, Sukhoi 34, largue la bombe à 40-50 km de la cible, à l'intérieur de l'espace aérien russe. Sans même entrer dans la portée de la défense antiaérienne ukrainienne. La bombe plane toute seule, sans que le pilote ait besoin de prendre des risques. En février 2024, la ville d'Avdiivka, dans l'est de l'Ukraine, est tombée sous ce bombardement. Avdiivka comptait environ 30 000 habitants avant la guerre. Les Ukrainiens ont tenu cette ville pendant 10 ans, depuis 2014 face à des attaques constantes. La 110e brigade, la principale unité qui défendait l'endroit, y est restée 2 années consécutives, sans rotation, sans repos, combattant rue par rue. En seulement 48 heures, au plus fort de la bataille, 250 de ces bombes sont tombées sur Avdiivka. Pensez-y une seconde. Plus d'une bombe toutes les 12 minutes, pendant 2 jours entiers. Chacune transportant entre 500 et 3000 kg d'explosifs. Les bunkers ukrainiens, construits pour résister à l'artillerie conventionnelle, ont été pulvérisés. Les bâtiments ont commencé à s'effondrer les uns sur les autres. Lorsque les défenseurs se sont finalement retirés, la ville n'était plus qu'une ruine. C'était la première fois pendant la guerre que la Russie obtenait la supériorité aérienne locale. Et cela a montré au monde que ces bombes n'étaient pas seulement efficaces,
Elles étaient capables de changer l'issue d'une guerre. Et c'est ici que cette histoire commence à devenir étrange. Parce que celui qui a renversé cette situation n'était pas une armée. Ce n'était pas une alliance occidentale. Ce n'était pas un nouveau missile de l'OTAN. C'était quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui pourrait redéfinir la façon dont les guerres seront décidées au XXIe siècle. Mais ensuite, quelque chose a commencé à changer. Les Ukrainiens ont découvert que ces bombes, malgré toute leur précision, avaient un point faible, un talon d'Achille. Pour atteindre leur cible, elles avaient besoin d'une seule chose, un signal satellite. Sans le signal, la bombe devenait aveugle. Elle continuait de voler, elle explosait quand même, mais elle perdait totalement ses repères. Elle pouvait tomber n'importe où, dans un champ vide, dans une forêt. Parfois, elle retombait même en territoire russe. Il suffisait d'interférer avec ce signal. Et les Ukrainiens ont commencé à faire exactement cela, avec des appareils appelés brouilleurs. Des équipements qui émettent du bruit radio sur la même fréquence que le GPS rendant l'ordinateur de la bombe sourd. La première version de l'antenne russe qui captait ce signal s'appelait Kometa. Elle n'avait que 4 éléments. 4 petits récepteurs essayant de capter le signal, même en présence d'interférences à proximité. 4 brouilleurs ukrainiens suffisaient à la neutraliser. Pendant des mois, des millions de dollars d'explosifs russes se sont mis à tomber dans des champs vides. Les chasseurs russes ont commencé à avoir besoin de 8, 10, 16 bombes pour toucher une seule cible. La précision a chuté. Mais la Russie n'est pas restée les bras croisés. Elle a mis à jour l'antenne. La nouvelle version comportait 8 éléments, soit le double de la précédente. Les brouilleurs ukrainiens ont cessé de fonctionner. L'Ukraine a investi dans plus d'équipements. La Russie a répondu avec 12 éléments, puis 16. À chaque nouvelle version, il fallait de plus en plus de brouilleurs concentrés pour neutraliser une seule bombe. On en est arrivé à un point où 100 brouilleurs concentrés ensemble ne suffisaient pas à vaincre la version la plus récente de Kometa. Un spécialiste ukrainien a comparé cette course à l'énigma de la Seconde Guerre mondiale. Cette machine de cryptage nazi qui semblait impossible à casser et qui a coûté des millions de vies jusqu'à ce que le renseignement britannique parvienne enfin à la déchiffrer. La Kometa russe était en train de devenir l'énigma de notre époque. Et l'Ukraine était en train de perdre cette course. C'est à ce moment-là qu'est entré en scène le personnage central de cette histoire. Et ce n'était pas un général, ni un scientifique, ni même un militaire. En février 2022, dans les premiers jours de l'invasion russe, un groupe de civils ukrainiens s'est enrôlé dans les forces de défense territoriale à Kiev. C'étaient des hommes ordinaires, d'environ 35-40 ans. Ils venaient du monde des affaires, pas des forces armées. Aucun n'avait de formation militaire. Le chef de ce groupe s'identifie encore aujourd'hui uniquement par un nom de code, l'alchimiste. Cette petite équipe, qui allait plus tard adopter le nom de veille nocturne, a fait quelque chose que l'armée ukrainienne officielle n'arrivait pas à faire. Ils sont allés à la recherche des anciens ingénieurs soviétiques. Des hommes déjà retraités depuis longtemps, qui avaient travaillé dans des instituts militaires à l'époque de l'Union soviétique. Ces messieurs se souvenaient encore en détail du fonctionnement interne des systèmes russes de missiles et de bombes, car c'est eux qui avaient aidé à concevoir une partie de tout cela, il y a des décennies. La veille nocturne a fouillé des usines abandonnées, des archives oubliées, des techniciens que plus personne ne recherchait. Ils ont allié des connaissances de la guerre froide à la technologie numérique. C'était une équipe aidée par des vétérans d'une guerre qui s'était terminée 30 ans plus tôt. Et ils ont commencé à construire leurs propres brouilleurs. Sans argent du gouvernement, sans commande de l'armée. Les 5 premiers appareils ont été payés de leur propre poche. La première installation a eu lieu en février 2023 à Kharkiv et à Zaporijia, les 2 villes les plus bombardées d'Ukraine. Ils ont baptisé le système Lima. Ici débute la partie étrange de l'histoire. Construire le brouilleur n'était que la moitié du problème. Il fallait aussi convaincre tout le monde de son efficacité. Et pour cela,
L'équipe de la Vigie nocturne a dû surmonter 3 obstacles absurdes. Et le premier d'entre eux a été le plus inattendu. La défense aérienne ukrainienne elle-même. Lorsque les Shaheds, ces drones d'attaque iraniens que la Russie avait achetés par milliers, ont commencé à s'écraser dans des champs vides après que Lima soit entré en service, personne ne croyait que c'était le brouilleur qui faisait cela. Les pilotes de missiles Patriot et les opérateurs de batteries anti-aériennes recevaient tout le crédit pour chaque interception. Il y a même eu un reportage national en Ukraine attribuant la chute d'un Shahed à un soldat. Un soldat qui l'aurait abattu avec une mitrailleuse ordinaire. La Vigie nocturne assistait à tout cela sans pouvoir rien prouver. Imaginez la situation. Vous avez créé un système qui sauve des villes entières. Mais personne ne vous croit. Les autres prennent le crédit pour chaque drone abattu. Comment prouvez-vous que c'est votre équipement qui fonctionne sans livrer la technologie à l'ennemi ? Impossible de filmer. Montrez l'appareil publiquement, encore moins. La solution alors a été une blague interne. L'alchimiste a programmé Lima pour faire quelque chose de curieux. Lorsque le système était actif dans une région, tout GPS entrant dans cette zone indiquait une localisation spécifique, et non la réelle. Le signal indiquait que vous étiez à Lima, la capitale du Pérou, à 13 000 km de distance. Oui, la Lima ukrainienne faisait croire au GPS de n'importe quel appareil dans sa zone de couverture qu'il survolait le Pérou. C'était une signature, un filigrane invisible. Quiconque possédait un GPS portable et se trouvait dans la zone protégée par la Lima pouvait confirmer de ses propres yeux que le système fonctionnait. Il suffisait de lire l'écran. Et plus que cela, c'était un rappel plein d'humour gravé à l'intérieur de chaque drone russe qui perdait sa trajectoire. Le deuxième problème est apparu lorsque la Russie a mis à jour l'antenne Cometa de 4 à 8 éléments. La version actuelle de Lima a cessé de fonctionner. La Vigie nocturne devait comprendre exactement comment le nouveau récepteur russe fonctionnait à l'intérieur, sinon les brouilleurs ukrainiens deviendraient de la ferraille. La solution est venue d'un lieu inattendu. Les Russes achetaient une partie des composants de ces récepteurs en Chine. La Vigie nocturne a localisé le fabricant chinois exact et a recruté quelqu'un à l'intérieur de l'usine pour voler la spécification technique du produit. Un espion chinois, engagé par une équipe ukrainienne pour voler une pièce russe. Avec les manuels en main, ils ont construit la prochaine génération de la Lima, capable de brouiller non seulement une bande de fréquences, mais aussi les 3 principales utilisées par les systèmes satellitaires dans le monde. Et le dernier problème ? Eh bien, celui-ci était le plus symbolique de tous. Et, pour le comprendre, vous devez connaître un nom. Stepan Bandera était un leader nationaliste ukrainien pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour les Russes, il est une figure historique honnie, presque synonyme de tout ce que le gouvernement de Poutine ne supporte pas en Ukraine. Pour une partie des Ukrainiens, c'est un héros de la lutte pour l'indépendance. Pour d'autres, y compris la Pologne et Israël, c'est une figure controversée, en raison des crimes commis par des mouvements liés à lui pendant la guerre. La Russie exploite beaucoup ce nom dans sa propre propagande, affirmant qu'elle a envahi l'Ukraine pour éliminer les néo-nazis supposément héritiers de Bandera. La Vigie nocturne a délibérément choisi l'hymne patriotique ukrainien, Notre Père et Bandera, comme signal sonore que Lima injecte dans les missiles russes lorsqu'elle les trompe. Ce n'était pas un choix technique, c'était un choix politique. Chaque missile Kinzhal, chaque bombe planante, chaque drone Shahed qui perd la navigation dans la zone de Lima commence à diffuser dans son propre ordinateur l'hymne sur l'homme que Poutine diabolise le plus. C'est l'Ukraine qui envoie un message à Poutine à chaque bombe qui tombe dans un champ vide. Maintenant, vient la partie technique. Elle est plus élégante qu'elle ne paraît. Lima n'est pas un brouilleur ordinaire. Les brouilleurs traditionnels font simplement du bruit radio sur la fréquence GPS en espérant que le récepteur de la bombe ne puisse pas entendre le satellite. C'est comme crier à l'oreille de quelqu'un pour l'empêcher d'entendre une autre personne. Ça marche, mais c'est grossier et ça peut être contourné. Lima emploie une autre technique, le leurrage GPS. Au lieu de faire du bruit,
Elle communique avec la bombe. Elle envoie un faux signal GPS plus puissant que le véritable signal du satellite. L'ordinateur de la bombe capte les deux signaux, mais il choisit le plus fort. Et le plus fort, dans la zone de Lima, c'est toujours le faux signal. La bombe croit alors qu'elle se trouve ailleurs, généralement à Lima, au Pérou. Elle ajuste sa trajectoire pour atteindre la destination prévue et s'écrase où l'Ukraine le souhaite. Pour des missiles ordinaires, cela signifie manquer la cible de quelques kilomètres et exploser dans une zone inhabitée. Mais pour des missiles hypersoniques comme le Kinzhal, l'effet est encore plus brutal. Le Kinzhal vole à 10 fois la vitesse du son. Plus de 12 000 km/h. Lorsque l'ordinateur pense qu'il est hors de trajectoire et tente une correction brutale à cette vitesse, la structure du missile ne tient tout simplement pas. Le fuselage se brise en plein vol avant de toucher le sol. Les chiffres actuels sont difficiles à croire. 58 missiles Kinzhal ont été abattus depuis que Lima est entré en service. 33 missiles de croisière ont été détournés rien qu'au premier trimestre de 2026. Plus de 10 000 drones russes sont tombés dans des champs, des lacs ou parfois ont même fini en Roumanie et en Moldavie. Dans les zones où Lima opère, plus de 98% des bombes planantes sont neutralisées. Poutine a qualifié le Kinzhal d'invincible en 2018. Joe Biden, qui était président des États-Unis à l'époque, a déclaré en 2022 qu'il était presque impossible de l'arrêter. En novembre 2025, en seulement 2 semaines, la veille nocturne en a abattu 19. Et pendant que Lima opérait en Ukraine, une autre guerre parallèle était en cours. Une guerre bien plus bruyante. L'antenne Kometa, le cerveau de toutes les armes guidées russes, est fabriquée dans une seule ville. Tcheboksary, capitale de la petite république de Tchouvachy, au centre de la Russie, à 975 km de la frontière avec l'Ukraine. L'usine est Vinir Progress, une entreprise russe. Ils produisent les antennes Kometa, mais aussi des composants pour les missiles Iskander, les missiles de croisière calibre, et même pour des sous-marins nucléaires. L'Ukraine a découvert l'adresse exacte de l'usine et a commencé à essayer de la détruire physiquement. La première attaque a eu lieu en juin 2025. Deux drones ukrainiens appelés Lyuti ont volé seuls pendant près de 1000 km au-dessus du territoire russe, en silence, pendant 12 heures. Ils ont frappé les bâtiments de production. L'usine a suspendu ses opérations. En juillet de la même année, une nouvelle attaque. En novembre, la 3e. En février 2026, la 4e. 4 attaques, en 9 mois. Chaque mission demandait une planification du renseignement, une navigation autonome et le risque de perdre les drones à n'importe quel point de l'itinéraire. L'Ukraine ne se contente pas de neutraliser les armes russes électroniquement, elle essaie d'empêcher que leur composant le plus critique continue d'être fabriqué. C'est la guerre électronique et la guerre cinétique qui avancent ensemble, poursuivant le même objectif. Et peut-être que c'est la leçon la plus importante de cette guerre. Les guerres du XXIe siècle ne sont pas décidées par les armes les plus coûteuses. Elles ne sont pas décidées par des missiles hypersoniques, ni par des chasseurs furtifs, ni par des bombes de 3 tonnes. Elles sont décidées par de petites équipes invisibles, dans des salles mal éclairées, qui parviennent à faire croire à l'arme la plus chère de la Russie qu'elle survole le Pérou. Poutine a dépensé des milliards, l'alchimiste quelques millions. Pourtant l'Ukraine est en train de gagner. Maintenant, dis-moi une chose. Tu connaissais déjà Lima ? Dis-le-moi dans les commentaires. Ici, on a l'impression que c'est l'une des plus grandes histoires de la guerre dont personne ne parle. Si tu as aimé la vidéo, partage-la avec quelqu'un qui doit connaître cette histoire. Abonne-toi pour d'autres analyses comme celle-ci. À bientôt.